Notre invité ce matin, Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Député des Alpes-Maritimes, les Républicains. Alors, nous allons débuter avec ce qui se passe dans le nord-est de la Syrie. La Turquie est passée à l'offensive militaire. La France condamne cette offensive, saisit le Conseil de sécurité, à juste raison. Bien sûr, il faut que l'ONU agisse, il faut que l'ONU prenne des dispositions fortes, une résolution, je l'espère, peut-être une intervention, parce qu'on ne peut pas abandonner les Kurdes. C'est une question de dignité, c'est une question de morale. Les Kurdes ont payé un lourd tribut dans le combat contre Daesh. Des milliers de morts. Ce sont des combattants courageux, admirables, et on ne peut pas abandonner lâchement les Kurdes à l'avancée de la Turquie d'Erdogan. Mais le premier qui a abandonné lâchement les Kurdes, c'est Donald Trump. Bien sûr. C'est une responsabilité lourde. Les États-Unis ont déstabilisé toute cette zone. On en a beaucoup parlé à l'occasion du décès de Jacques Chirac avec sa décision salutaire, visionnaire. Mais depuis des années, depuis malheureusement des décennies, on voit l'action qui a été destructrice. Et aujourd'hui, l'abandon des États-Unis, c'est une trahison. On a le devoir de soutenir les Kurdes. Moi, j'ai ce souvenir, j'avais accompagné, c'était en septembre 2014, François Fillon, en Irak, c'était dans le Kurdistan irakien, à Erbil, au moment, quelques jours après, où Mossoul avait été pris par l'État islamique. J'avais vu ces combattants, j'avais vu l'organisation de la région autonome du Kurdistan. C'est un peuple courageux. Attention, ce ne sont pas les mêmes Kurdes. Ce ne sont pas les mêmes. Ce sont des Kurdes de Syrie et des Kurdes de Turquie. Je le précise, c'est pas la même région, mais ce sont des combattants. En Irak aussi, ils ont mené un combat essentiel, capital, dans la victoire provisoire contre l'État islamique. Vous avez entendu dans la traque, les Kurdes ne nous ont pas aidés en Normandie lors du débarquement. Cette remarque, que vous inspire cette remarque? C'est un peu ridicule. Manifestement, il a eu une discussion, en tout cas un deal, comme on pourrait le qualifier, entre Erdogan et lui. Voilà. Alors il a poser des limites, semble-t-il. Quelles sont-elles? Ça rassure pas. Oui, vous savez ce qu'il a dit aussi. Les djihadistes veulent aller en Europe. Sous-entendu, laissons-les partir en Europe, c'est pas grave. Nous, les États-Unis, nous sommes à l'abri. C'est une inquiétude parce qu'il y a des prisonniers de l'État islamique qui sont aujourd'hui dans les mains des Kurdes. Que peut faire la France, qui a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU? Que peut faire la France de plus? Que peut faire Emmanuel Macron? Il doit y avoir une pression sur la Turquie, bien sûr, diplomatique, mais il doit aussi peut-être y avoir de la part du Conseil de sécurité une résolution qui impose à la Turquie un cessez-le-feu immédiat et qui protège cette zone. Mais la Turquie qui est membre de l'OTAN aussi, Éric Ciotti. C'est une question importante. Oui, membre de l'OTAN. Donc l'OTAN pourrait peut-être intervenir. Absolument, aussi. Je crois que c'est un levier sur lequel un moyen d'action est possible. Constatons que Vladimir Poutine a rappelé à l'ordre Erdogan, en lui disant attention, n'allez pas trop loin, et que Damas se tait, évidemment, parce que Damas profite de la situation. Il va profiter de la situation. Bon, le terrorisme en Allemagne maintenant, je voudrais vous en parler. Ce terrorisme d'extrême droite à Halle. Est-ce que le terrorisme d'extrême droite et le terrorisme islamiste, c'est le même terrorisme? Tout terrorisme, toute action violente est naturellement à condamner avec la même force. Il y a les mêmes racines, les mêmes germes mortifères derrière. Hier, ce terroriste a choisi le jour, Yom Kippour, une synagogue. Il a frappé la communauté juive d'Allemagne, à laquelle je veux, comme à tous les juifs, dire aujourd'hui mon soutien, parce que c'est un symbole en Allemagne. Donc nous devons être mobilisés contre toutes les formes de terrorisme. C'est la même barbarie. Il a frappé aussi un restaurant turc. C'est la même barbarie. Absolument. Je crois qu'il doit y avoir la même volonté, la même force. L'attentat de Christchurch, les attentats islamistes, c'est cette même haine. Aujourd'hui, nous devons être mobilisés contre toutes les formes de terrorisme. Oui, mais Éric Ciotti, est-ce que le terrorisme d'extrême droite néo-nazi est encouragé par les propos tenus, notamment par les partis d'extrême droite dans l'Est de l'Allemagne, en Allemagne? En tout cas, est-ce qu'il est encouragé, ce terrorisme, par ces propos-là?
Je ne sais pas s'il est encouragé. C'est à la justice allemande, c'est à la justice allemande de le dire. Si quelqu'un encourage le terrorisme, il doit être combattu, il doit être dénoncé, il doit être jugé et il doit être sanctionné lourdement. Je dis bien parce que les propos extrémistes, d'où qu'ils viennent, bien sûr, d'où qu'ils viennent. Bien. Vous allez présider la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale sur l'attaque terroriste de la préfecture de police de Paris. Début des travaux dans 15 jours. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est que plus jamais, en tout cas dans la mesure au maximum, plus jamais de tels événements ne se reproduisent. Moi, mon seul souci, et j'aborde les travaux... Vous croyez que c'est possible ? J'aborde les travaux de... C'est un objectif. Disons, on est... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Nos institutions et la préfecture de police, c'est un symbole majeur en France de la sécurité, de la protection des Français. Un service de renseignement majeur aussi, la DRPP, ont été pris pour cible. Les policiers ont été attaqués en leur sein, au cœur. Donc il faut naturellement, le risque zéro, vous avez raison, n'existera jamais. On est engagé dans un long combat qui sera long, qui sera encore tragique. Je pense à ces mots qui nous avaient été dits à l'Assemblée nationale annonçant un long chemin tragique. Et il y a eu ce cortège d'attentats depuis Merat, 267 morts. Donc bien sûr qu'on sait que la menace, elle sera durable, elle sera longue. Mais nous avons le devoir d'élever nos degrés de protection. Aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé, c'est inédit. C'est inédit. On a eu des attaques multiples du Bataclan, Nice, Trèbes, le Père Hamel. Là, c'est le cœur de nos systèmes de sécurité qui est attaqué. C'est extraordinairement inquiétant parce que ça veut dire que le terrorisme peut s'infiltrer même dans nos systèmes de protection. Ça, c'est un constat. L'objectif de la commission sera de regarder là où il y a eu les failles. Il y a eu des failles, tout le monde le reconnaît, y compris le ministre de l'Intérieur. Il y a eu des fautes pour faire en sorte qu'on en tire toutes les conséquences, notamment sur ces personnes radicalisées qui sont aujourd'hui, on le sait, on les connaît, il y en a 1600, ils ont été identifiés, ils sont recensés, au minimum, ceux que l'on connaît, sans parler de ceux qui sont dans une situation de dissimulation. Il y en a 600 dans les transports terrestres, 200 à Roissy, il y en a, le ministre de l'Intérieur lui-même l'a dit, une quarantaine dans les services de police et de gendarmerie, il y en a dans l'armée. Quand on cite les pourcentages, on voit que c'est infinitésimal. Mais ça veut dire que quand on parle de 20 policiers potentiels, c'est 20 bombes humaines potentielles. Donc là, il faut agir. Et aujourd'hui, je le dis... Agir comment ? Agir avec des dispositions très claires, moins naïves. Quand la presse fait état de cette audition du préfet de police et de la directrice du renseignement en décembre 2018, à l'Assemblée nationale, j'y étais. Il y avait le préfet Delpuech, il y avait Madame Bilancini, il y avait deux autres fonctionnaires de la hiérarchie de la préfecture de police. Ils nous ont décrit une situation d'impuissance. Avec l'impossibilité de muter, avec l'impossibilité de radier des personnes qui étaient identifiées. Vous avez le procès-verbal, il est sorti dans la presse. J'ai moi-même posé une question au préfet Delpuech en disant mais est-ce que vous avez un recensement de toutes ces personnes ? Pourquoi restent-elles toujours là ? Il a dit il faut changer la Constitution. Il faudrait qu'il y ait un principe pour dire on ne peut pas être fonctionnaire si on n'adhère pas aux valeurs de la République. Je crois qu'aujourd'hui, il faut installer plus fortement un principe de précaution. On a été trop naïf, on a laissé passer trop de choses en disant il ne faut pas créer des tensions. On a baissé le regard, on a baissé les yeux. On voit que la montée du communautarisme, qui traduit souvent ces signaux faibles, commence à irriguer notre société. Il faut arrêter ça. D'abord dans nos services de sécurité, bien sûr, c'est la première base, parce que si nos services sont atteints, rien n'est possible, mais plus globalement dans nos services publics, même dans les entreprises, il faut que la République regagne le terrain qu'elle a perdu. L'hydre islamiste, dit Emmanuel Macron. Absolument, il a eu des mots justes, je l'ai dit. Il fait appel à la vigilance citoyenne. Vous la souhaitez, vous la demandez, cette vigilance citoyenne ? Il a raison quand il parle C'est-à-dire que si un barbu va à la mosquée, on ne le fréquente plus, quoi. Ou on dénonce. Est-ce qu'il n'y a pas un danger quand même ? Est-ce qu'il n'y a pas un danger de dénonciation excessive ? Quand il parle de réarmement moral, je crois qu'il a raison. Mais j'aimerais
que ces paroles soient suivies d'actes. Le danger, ce sont les 260, et les conséquences de ces dangers, ce sont les 267 morts, je le redis, les milliers de blessés que notre pays a déplorés depuis 2012. La réalité, elle est là. Est-ce qu'on a mis tout en œuvre pour nous protéger avec la force nécessaire? On est toujours dans le même raisonnement. Moi, je veux poser un principe, celui de la précaution et celui de la sécurité collective. On nous pose souvent liberté et sécurité. La liberté individuelle de quelques-uns sur des sujets particuliers ne peut s'opposer à la liberté collective de tous. C'est ça qui doit changer aujourd'hui dans nos modes de fonctionnement. Il faut passer à des dispositions moins naïves, dites-vous. Oui, et puis sortir du déni sur l'islamisme. Là aussi, c'est Alexis Brézé qui parlait de ce déni d'islamisme. Je crois que la formule est pertinente. On est aujourd'hui un peu enfermé dans une sorte de politiquement correct où on s'accommode de petits écarts par rapport aux valeurs de la République, mais les petits écarts, ils conduisent aux immenses fractures. Donc aujourd'hui, nous devons reposer le principe de laïcité dans la République, partout. Moi, j'entends ce que dit Emmanuel Macron. J'ai approuvé son discours, mais je lui dis... Pourquoi, sur un exemple particulier, le port de signes religieux dans les sorties scolaires, son ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, voulait interdire ce port des signes religieux qui est contraire... Des mamans qui accompagnent... c'est le port de signes religieux. Oui, c'est un foulard. C'est ça. Bon. Hein, parce que dans l'école de la République... Rien à voir avec le terrorisme, quand même. Pardon, Éric Ciotti, si. Si, parce que ce sont des signes... C'est-à-dire que le port d'un foulard lors d'une sortie scolaire, ça a à voir avec le terrorisme de monsieur Michael Harpon. On veut prendre quelques secondes. Oui, ça exprime la montée du communautarisme. Oui. Ça exprime le fait que des règles religieuses sont supérieures aux lois de la République. Donc je pense aujourd'hui qu'on doit reconquérir partout cette situation. Elle ne se passait pas il y a quelques années. Bon. Ça veut dire que derrière tout ça, il y a des pressions, il y a des associations qui poussent, il y a des collectifs qui veulent défier la République souvent. Donc il ne faut pas laisser passer ça. Femme voilée est une terroriste en puissance, il ne faut pas laisser passer ça. Vous n'allez pas me dire parce ça. Que c'est des... Mais il peut y en avoir. Une femme voilée est une terroriste en puissance. Globalement, oui. Le communautarisme qui s'exprime par des revendications, qu'elles soient territoriales, qu'elles soient vestimentaires pour imposer ces règles, c'est un défi à la République. Si on n'est pas courageux sur tout cela, si on ne dit pas la laïcité s'impose dans nos services publics et notamment à l'école, eh bien on perdra du terrain sur le reste. Vous avez l'air de banaliser tout ça. Non, je n'ai l'air de rien du tout. Je vous pose simplement la question. C'est un peu le problème. Voyez, je vous pose la question. On va sur ce sujet. Moi, je vous pose la question. Je n'ai l'air de rien. Qui pour moi est une volonté de reconquête républicaine. Oui. Alors on peut dire c'est banal, oui. Une maman voilée, c'est pas grave. Mais tout ça, après, il y a quoi derrière? Jusqu'où on va? Jusqu'où on met la limite? La limite, c'est la République. Et aujourd'hui, on a trop franchi les limites. Bien. J'ai vu que le Rassemblement national estimait qu'il y avait un rapport entre l'attaque terroriste de la préfecture de police et l'immigration. Faites le même rapport? En tout cas, l'immigration aujourd'hui, nombreuse, trop nombreuse, a conduit à une faillite totale de l'intégration et de l'assimilation. On ne peut plus, parce qu'ils sont trop nombreux, intégrer, et on ne le fait plus, ou en tout cas on le fait très mal, les étrangers qui arrivent dans notre pays aux valeurs de la République. On ne vérifie même plus leur adhésion aux valeurs de la République. L'année dernière, il est rentré 400 000 étrangers en situation légale dans notre pays. 256 000 titres de séjour, 123 000 demandeurs d'asile, 40 000 mineurs isolés. Bon, comment on intègre ces personnes? On ne peut pas leur offrir un travail, on ne peut pas leur offrir un logement, donc qu'est-ce qui se passe? Ils se regroupent dans des communautés. Il y a des campements qui s'installent à Paris. Et dans ces communautés, c'est le terreau du communautarisme. Il y a des influences. Et pourtant, il y a des communautarismes qui sont très intégrés à la République. Bien sûr, mais le communautarisme islamiste, parce qu'il est aussi manipulé par l'extérieur, par des puissances étrangères, oui, non seulement il me fait peur, mais il me terrifie. Et je combattrai contre ce communautarisme, je le dis, et nous avons le devoir de le combattre. Quelle est la proportion? Autrement, on sera toujours dans les hommages, après les drames.
Arrêtons, changeons d'attitude. Autrement, on n'en tirera jamais les conséquences. Avec ce ticket, la proportion de la population immigrée en France? Aujourd'hui, ce chiffre, il est mal connu. Quelle est la proportion? Il est autour de 10%. Il est autour 9,7%. de 10%. Vous voyez, 9,7%. Voilà. Mais avec des incertitudes, ce chiffre varie. Donc on est. Comment des incertitudes? Selon, Toutes les études le disent. Selon les études. La dernière en date publiée hier. Voilà. C'est 10%, ça veut dire 6 millions. D'autres démographes prennent en compte. C'est un débat d'ailleurs assez violent. Population immigrée, c'est-à-dire population étrangère. D'étrangers nés à l'étranger. Résidents en France. Absolument. Quel que soit l'endroit. Certains démographes rajoutent avec les enfants de parents d'origine étrangère. Donc ça veut dire que français, ils sont français. Ils sont français, mais c'est comme aussi, les autres, c'est aussi comme les autres. C'est aussi un critère. Ils sont français comme les autres. L'étude de Jérôme Fourquet dans l'archipel français, je pense que vous avez lu ce livre qui est assez terrifiant sur la désagrégation de la République, pose de vraies questions et il fait aussi ces distinctions qu'on avait voulu un peu occulter. Donc il y a ce sujet et il faut qu'il y ait cette assimilation. Et aujourd'hui, oui, je le dis, il y a trop d'immigration. Je l'ai dit à la tribune. Donc il faut améliorer l'accueil, accélérer l'examen des demandes d'asile, améliorer l'accueil des réfugiés, je parle, débloquer des moyens financiers pour reconduire les déboutés du droit d'asile et mettre en place une politique d'intégration beaucoup plus efficace. C'est en gros ce qu'il faut faire. Sur ces propositions, je suis naturellement favorable. Il faut être, là encore, beaucoup moins naïf. On a besoin d'immigrés ou pas ? On a besoin. Il n'y a pas de réponse globale. On a besoin de certains immigrés. Il y a des étrangers qui adhèrent aux valeurs de la République, qui aiment la France, qui peuvent apporter leur talent, leur connaissance. Mais qui travaillent aussi. Qui peuvent travailler. Vous le savez. Je crois qu'il ne faut pas avoir. PME, par exemple. Pas avoir une vision globale. Mais aujourd'hui, quand on accueille 123 000 demandeurs d'asile, que 2 tiers d'entre eux sont des faux demandeurs d'asile. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les juridictions françaises. 2 tiers d'entre eux sont des faux demandeurs d'asile, que 95% de ces faux demandeurs d'asile resteront à vie en France. On a un problème, parce que vont faire ces personnes? Elles ont quasiment autant de droits que celles auxquelles on accorde le statut noble de réfugié. Moi, je suis naturellement pour qu'on maintienne ce statut de réfugié. C'est l'honneur de la France. Quand quelqu'un est persécuté dans son pays, on lui offre une protection en France, pays des droits de l'homme, c'est normal. Mais quand quelqu'un vient en France pour des raisons économiques et qu'il utilise, qu'il dévoie, le président de la République, d'ailleurs, avait utilisé ce mot, le principe du droit d'asile, là, on doit être moins naïf. Quand on accueille des demandeurs d'asile de pays sûrs, la Géorgie, l'Albanie, et qui s'installent en France pendant des années, on est là aussi d'une forme de naïveté incroyable. Ces personnes, je propose qu'on n'examine même pas leur dossier. Dès qu'ils sont interpellés, eh bien, elles sont reconduites dans leur pays. J'ai un ami qui emploie un Albanais dans son entreprise légalement et qui ne sera pas d'accord avec vous. Mais s'il est en situation légale, oui. Ça c'est à la France de le dire, mais s'il est en situation illégale, il n'a pas à y rester. On est d'accord. Éric Ciotti, 2 choses. Les propos d'Éric Zemmour n'encouragent-ils pas le terrorisme d'extrême droite qu'on a vu par exemple en Allemagne? Franchement, je vous pose la question. Franchement, en conscience. Mais bien sûr que non. Moi, je dénonce le procès en sorcellerie. On peut tenir, si j'ai bien compris, n'importe quel propos dans ce pays. Je dénonce le procès en sorcellerie. Le procès en sorcellerie qui a été fait à Éric Zemmour. C'est un procès en sorcellerie qui a été fait à Éric Zemmour. Éric Zemmour, il pointe la montée de l'islamisme. Et il a raison. Quand, dans la cour de la préfecture de police, le président de la République parle d'islam. Il parle même pas d'islamisme. Il parle d'islam dévoyé. Est-ce que c'est pas le même constat? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ce constat? Moi, j'aimerais aussi que les responsables aujourd'hui de l'islam de France soient plus entendus, condamnent avec tellement plus de force, fassent le ménage dans leur rang, parce que c'est aussi ce combat, il faut qu'ils soient en première ligne dans ce combat. Mais moi, ne comptez pas sur moi pour m'associer à ce concert que je trouve un peu ridicule contre Éric Zemmour. On est dans un pays de liberté et on a le droit aujourd'hui, même quand on est condamné par la justice, de dire que l'islamisme nous menace. Et je le dis, ce déni de l'islamisme, il nous a aveuglés trop longtemps et il nous a privés de courage pour agir. Et des fois, on peut se demander s'il n'est pas trop tard. Bien, Éric Ciotti, j'ai une dernière question. Vous allez être candidat à la mairie de Nice.
Ma décision n'est pas prise. Vous m'aviez dit en octobre la dernière fois, vous étiez venu me voir. On n'est pas à la fin du mois d'octobre. On est déjà le 10. Bourdin. Il y aura un nouveau président dans notre famille politique dimanche. J'espère que ce sera Christian Jacob. Il y a une situation à Nice qui évoque au plan politique encore certains de vos confrères aujourd'hui, où semble-t-il hier dans un déjeuner, Emmanuel Macron a dit il faut soutenir Christian Estrosi, mais il ne faut pas le dire aujourd'hui parce que ça pourrait aider Éric Ciotti. Emmanuel Macron soutient Christian Estrosi. Je le pense. Il faut qu'il y ait de la clarté. Donc vous irez au combat contre Emmanuel Macron et Christian Estrosi réunis. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Moi, je veux de la clarté. Je veux servir ma ville. Donc vous serez candidat. Ma ville, on a évoqué des sujets. Nice a été la ville de l'attentat aussi. Dites-moi que vous ne serez pas candidat. Aujourd'hui, je ne vous répondrai pas à cette question. À cette question, vous le comprendrez. Que vous serez candidat. C'est au Niçois. Mais pourquoi voulez-vous être candidat? C'est au Niçois. C'est au Niçois. Je vois bien votre subtilité. C'est au Niçois. C'est devant les Niçois que je donnerai. D'accord, mais pourquoi vouloir réponse. Être candidat? Il y a. Dans cette hypothèse, Jean-Jacques Bourdin, pourquoi servir sa ville? Pour améliorer sa situation. Aujourd'hui, Nice est une ville qui a subi une augmentation massive de la fiscalité. C'est une ville qui souffre de la montée de l'insécurité, du communautarisme. Donc, moi, ce que je souhaite, je suis député de Nice. Je peux apporter des solutions en tant que député. Je peux les apporter dans un autre cadre. C'est ce que je dirais aux Niçois. C'est ce que vous direz quand? Nous verrons bien. Quand? Donnez-moi là, quand est-ce que vous prononcez? Mais je le dirai aux Niçois. Oui, dans quelques jours. Bon, d'accord. Éric Ciotti, 8h55, RMC, BFM TV.